Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais un épisode avec Romain Collignon. Romain Collignon, c'est une personne qui, c'est un entrepreneur en fait qui est là pour aider les entreprises à grandir, à accélérer, à grossir. Et en fait, c'est aussi un de mes mentors chez qui j'ai pris la plupart de ses formations, clairement. Ça fait plusieurs années que je le suis, plusieurs années que je me forme chez lui. Et j'ai appris énormément de choses avec Romain et notamment beaucoup de choses sur la délégation. Donc c'est pour ça que je l'ai fait venir sur le podcast aujourd'hui pour lui poser des questions autour de la délégation et pour te montrer un petit peu ce que tu peux faire. Aujourd'hui, Romain, il a une équipe de 15 personnes qui l'accompagnent dans son entreprise et ça grossit tous les ans. Il y a de plus en plus de personnes dans son entreprise parce que son entreprise grandit et il a besoin d'une équipe finalement pour soutenir cette croissance. Et l'idée, c'est de te montrer un petit peu comment on fait pour partir de je suis tout seul, je suis l'homme orchestre, pour arriver au stade où tu as une équipe et tu es le chef d'orchestre et c'est toi qui organise les choses pour que ton équipe elle tourne bien. Qu'est-ce que tu vas apprendre dans cet épisode ? Déjà, tu vas apprendre un petit peu quels sont les blocages qui fait qu'aujourd'hui, peut-être tu ne délègues pas encore ou tu as du mal à déléguer. Parmi ces blocages, tu vas voir qu'on va aborder la question du budget. J'ai pas le budget pour finalement déléguer et tu vas voir que c'est pas forcément un problème. Tu vas voir aussi comment déterminer les tâches que tu dois déléguer avec notamment ce que Romain utilise, c'est le cadran en fait pour classer tes tâches et savoir quelles sont les tâches que tu dois déléguer en priorité parce qu'elles te font perdre de l'argent dans ton business aujourd'hui. Romain va aussi te partager ce qu'il appelle la fiche de poste 4R, qui est une fiche de poste bien pensée et bien particulière qui va permettre finalement de trouver les bons candidats et de filtrer surtout les mauvais candidats et t'éviter d'avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui vont postuler à ton poste alors qu'elles ne sont pas du tout qualifiées. Et enfin, on va parler de choses que Romain m'avait enseignées à l'époque où j'étais dans son mastermind et qui sont extrêmement puissantes. Moi, j'ai utilisé, que j'ai trouvé vraiment extrêmement puissantes pour trouver les bonnes personnes et pour justement éviter de faire des erreurs de recrutement. Notamment, on va parler de valeur, on va parler d'énergie. C'est des choses qu'on voit très rarement ressortir dans les recrutements et pourtant, c'est essentiel si tu veux créer une équipe qui est efficace et qui fonctionne super bien. J'espère que cette introduction t'aura vraiment donné envie d'écouter les conseils de Romain. Clairement, moi, j'ai pas été déçu. Les conseils de Romain, c'est de l'or en barre et j'espère que ça te sera utile pour développer ton entreprise. Je te laisse avec mon entretien avec Romain. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis avec Romain Collignon et on est là pour parler de comment passer de homme orchestre à chef d'orchestre. Et sans plus tarder, Romain, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais et pourquoi tu es là aujourd'hui ? Salut Olivier, merci de me recevoir sur ton podcast. On va parler de passer d'homme orchestre à chef d'orchestre et c'est un sujet que j'adore. Pour donner un petit peu de contexte, on travaille, donc on est une boîte qui travaillons avec des infopreneurs, des experts, des coachs, des consultants qui ont une vraie expertise et qu'on accompagne à travers des masterminds, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, pour les aider à structurer leur activité. Et quand on parle de structuration d'activité, forcément, on passe à un moment donné par la délégation, on passe forcément par certaines étapes où on doit déléguer les tâches. Et je suis ravi de pouvoir discuter de ça avec toi, Olivier, et d'essayer d'apporter mon expertise sur ces sujets-là. Écoute, merci. En effet, le mastermind, moi j'ai fait partie du mastermind. T'as pas une expertise particulière sur le e-commerce, mais t'as vraiment une très grosse, à mon sens, pour avoir pu en profiter, une très grosse expertise sur la structuration des entreprises, sur comment on va gérer une équipe, comment on va créer une équipe, comment on va prendre les bonnes personnes dans son équipe et pour pouvoir finalement grossir. D'ailleurs, ton mastermind, l'idée c'est de partir d'un chiffre d'affaires à 6 chiffres pour aller à un chiffre d'affaires à 7 chiffres. Donc, ça passe forcément par faire grossir l'entreprise, faire grossir l'équipe, etc. Et du coup, voilà. Moi, la première question, d'après toi, pourquoi c'est important de déléguer ?
Pourquoi est-ce qu'on doit à un moment donné passer à cette étape-là? Je crois que tu soulignes déjà un point qui est important. C'est vrai que toi, tu es dans l'e-commerce et tu travailles avec des e-commerçants. Quand je disais que on travaille avec des infopreneurs, on peut dire que c'est une typologie d'entrepreneurs qui est différente. Mais quand il s'agit de recruter, de s'entourer, au final, c'est la même démarche, c'est la même pratique. Parce que au bout d'un moment, je pense que la plupart du temps, quand on commence à s'intéresser au recrutement, c'est pas quelque chose qui est naturel, notamment quand on a commencé son entreprise tout seul, où on est au four et au moulin. Et d'ailleurs, on nous a souvent appris dans notre culture française à faire tout seul et d'être accompagné. C'est un peu triché. En fait, il y a un moment donné, on développe le chiffre d'affaires, mais on a pu remarquer que lorsqu'on arrive autour des 100 000 annuels, 80 000, 100 000 annuels, on ne peut plus faire grossir l'entreprise, tout simplement parce que ça repose sur les épaules de cet homme orchestre, comme tu appelles, et qu'on arrive à une étape où, si on veut continuer à développer l'activité, à faire grossir le chiffre d'affaires, on est obligé de mettre en place de la structure. Alors tu l'as mentionné, c'est un mot qui me parle beaucoup. On a d'ailleurs aussi un podcast qui s'appelle Structure. Et cette structuration, elle vient par différents aspects. Elle vient par les process qu'on peut mettre en place dans la boîte, mais surtout, en fait, elle vient de l'équipe que l'on arrive à construire autour de soi, qui va venir nous aider tout simplement à développer la boîte et permettre à l'entrepreneur qui est au centre, au fondateur. Et c'est là où on partage finalement la même chose entre e-commerçant ou infopreneur. Le but, c'est de pouvoir s'entourer pour pouvoir se libérer du temps. C'est vraiment cette notion-là, parce que si on n'arrive pas à se libérer du temps, on ne peut pas venir penser stratégie, on ne peut pas penser vision, on ne peut pas développer la boîte, on ne peut pas développer de nouveaux partenariats, etc. Parce qu'on est les mains dans le cambouis, quoi, à devoir tout faire. Et c'est ce que je partage là, c'est vraiment autour de 80 000, 100 000. Et je dirais, peut-être que tu me poseras la question à partir de quand on doit commencer à déléguer, j'ai envie de te dire tout de suite dès le démarrage. Mais dans tous les cas, si on ne le fait pas à partir de ce stade de développement de chiffre d'affaires, on est sûr de rester capé. Okay. Alors, juste moi, je vais faire une nuance parce qu'en e-commerce, tu as des marges qui sont pas les mêmes, donc un chiffre d'affaires qui va être rapidement beaucoup plus vite. Donc, tu peux atteindre 100 000, je pense, seul. Je pense que le chiffre, il faut qu'il soit un peu plus gros. Et d'ailleurs, ça va me ramener sur finalement peut-être cette question de quand. Mais je vais revenir sur certaines choses que tu as dit. Tu dis c'est pas naturel de déléguer. On a plutôt tendance et on a plutôt appris à travailler tout seul. C'est quoi, d'après toi, le plus gros blocage qui va nous empêcher de déléguer et nous retarder trop longtemps dans cette phase où on est tout seul alors qu'on devrait déjà déléguer, en fait? Ce serait quoi le plus gros blocage d'après toi? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est un peu ce que j'ai exprimé ici, c'est que tu vois, quand on va à l'école, quand on avance dans sa vie d'enfant, d'adolescent, voire même d'étudiant, pour ceux qui l'ont fait, c'est être aidé par quelqu'un d'autre, c'est tricher. Tu vois, quand on est devant notre copie, jamais on pourrait demander à quelqu'un d'écrire pour nous ce qu'il y a dedans. Et en vrai, c'est ce qui se passe quand on est dans une entreprise et qu'on souhaite déléguer. C'est de s'entourer pour nous faire le travail, pour faire avancer la boîte. Donc de base, c'est pas naturel. Ouais, ça dépend de certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est assez naturel, mais donc il y a ce premier changement-là. Et puis ensuite, derrière, on passe de je suis mon business, toi, d'un point de vue identitaire, surtout quand on l'a commencé de zéro. Il y a très peu de différenciation entre moi, l'entrepreneur qui a construit le business, et le business en lui-même. Et donc là, le plus gros shift qu'il y a à faire, c'est des shifts. En fait, le recrutement à délégation, c'est que du mindset. Parce qu'en vrai, derrière, si tu veux, il y a des choses qui fonctionnent. Mais la première, déjà, c'est de se dire, OK, on peut faire cette aventure, non pas seul, mais à deux. Déjà deux. Là, tu vois, nous, aujourd'hui, on est une quinzaine de collaborateurs dans la boîte. Mais il y a quelques années, penser à 15, c'était impossible pour moi. Déjà, penser à deux, quelqu'un qui va venir me soutenir dans le développement de l'entreprise, c'est un premier shift. Et ce shift, il arrive soit par la douleur de faire tout seul, ou juste on n'en peut plus, tu vois. On est sur les rotules. Et c'est toujours pareil, quand on veut initier un changement, soit c'est la douleur de se dire on peut plus y arriver, soit c'est la possibilité d'imaginer un futur, si tu veux, on est plusieurs, et de mettre en place les choses. Donc ça, c'est la première chose, c'est le côté un peu mindset, de se dire on est à deux. Et ensuite, une fois qu'on a passé ce stade-là, c'est juste de mettre en place les choses. Et je crois que, toi, en France, on imagine tout de suite avoir un salarié, on imagine tout de suite, et sa mauvaise réputation,
de se dire oui, mais si finalement ça fonctionne pas, etc. Et en fait, on peut commencer à s'entourer. On a la chance de pouvoir travailler avec des freelances, on a la chance de pouvoir travailler avec des contrats, un certain nombre d'heures par semaine, pas forcément à plein temps, parce qu'au démarrage, c'est rare qu'on ait besoin de quelqu'un à plein temps. Et moi, ce que j'invite tout le monde à faire, c'est d'expérimenter, en fait. Et de se dire que ça ne sera pas parfait. Parce que c'est ça un petit peu le mythe, c'est que quand on recrute son premier collaborateur, peut-être qu'on parlera un petit peu des profils assez intéressants en démarrage, mais on a tendance à penser que tout doit être parfait. Et moi, d'expérience, c'est juste pas le cas. Donc, il faut juste se dire que le premier recrutement, si ça marche, genre à 200%, c'est juste de la chance. Mais que au fur et à mesure de son développement et de son équipe, en fait, on apprend à s'entourer des bonnes personnes, à faire fonctionner aussi cette machine avec des collaborateurs, mais qu'il faut être complètement OK qu'on peut se planter. Et c'est là où j'en reviens aussi encore une fois à notre éducation et peut-être à notre scolarité, où si on n'a pas 20 sur 20, bah, tu vois, c'est toujours la perfection, quoi. Et s'entourer, en fait, c'est loin d'être la perfection, parce qu'on travaille avec de l'humain, et l'humain, il est loin d'être parfait. Ok. Alors, il y a plusieurs choses que tu as abordées qui sont super intéressantes. Déjà, c'est bon, je culpabilise plus d'avoir demandé à des potes qui étaient super bons en français de faire mes devoirs à ma place, tu vois. Superbe. Sinon, donc du coup, bon, première chose, clairement, on n'est pas éduqué pour finalement se faire aider. Je suis complètement d'accord avec ça. Deuxième chose que je trouve super intéressante, c'est le côté j'ai monté mon business tout seul et mon business c'est moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris finalement dans le mastermind. J'étais déjà dans cette optique d'aller recruter et pour autant ça restait difficile. Et finalement, le mastermind m'a fait comprendre que l'entreprise c'est une entité en elle-même qui a et je pense que c'est toi qui m'avais dit ça une fois, c'est qu'en gros, à un moment donné, nous, on essaie de donner une direction à l'entreprise, mais elle fait un peu aussi ce qu'elle veut par moment, et voilà, nous, à un moment donné, elle va prendre une direction qu'on veut pas, à nous d'essayer de diriger le truc pour que ça arrange les choses, mais elle a finalement sa propre identité, sa propre, on va dire, façon de vivre, en gros, et du coup, quand tu comprends ça, en fait, ça te permet de comprendre que finalement, tu n'es qu'un rouage, sans doute un rouage très important de l'entreprise, mais que du coup, c'est à toi finalement de mettre tous les rouages et de choisir les bons, ceux qui vont bien aller ensemble, etc., pour que l'entreprise, elle marche le mieux possible. Donc ça, je trouve ça super intéressant, et je pense que c'est un shift de mindset qui, si on le fait, va vraiment aider en termes de recrutement. Autre chose que tu as abordé... Juste Olivier, on peut avoir cette image du corps humain, parce que c'est assez parlant. Si on pense l'entreprise comme un corps humain, et pour fonctionner, il a besoin de différents organes. Tu as besoin d'un cerveau, d'un cœur, de poumons, etc. Et quand on démarre son entreprise, finalement, on joue tous les organes. Mais si on veut aller plus vite, il faut courir plus vite, etc. On n'a plus la capacité de jouer tous ces organes-là. Et c'est là où on vient mettre dans le corps humain, si c'était une entreprise, eh bien, un foie, des poumons, je sais pas moi, un cœur. Et moi, j'ai un peu cette image-là. Du coup, pour dissocier l'identité de l'entrepreneur de son entreprise et de se dire, ok, finalement, l'identité de l'entreprise, c'est plusieurs personnes. Ok, ouais, c'est une bonne analogie. Je pense on peut bien visualiser les choses comme ça. Moi, j'ai autre chose que tu as relevé. Finalement, en fait, c'était une problématique que je voulais te poser et je pense que tu y as en partie répondu. C'est dans les blocages, il y a évidemment une réponse qu'on va avoir tout le temps, c'est j'ai pas le budget. Je pense que tu as commencé à y répondre avec cette idée de freelance. Est-ce que tu penses que c'est un blocage, le fait de j'ai pas le budget pour déléguer, en fait? Ouais, c'est le frein le plus gros que je puisse voir. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on a l'argent sur le compte en banque, on est plus à même de prendre des risques, entre guillemets. Et il faut vraiment voir le recrutement comme un investissement et pas un coût. Tu vois, c'est juste une formulation, mais on n'est pas là on est vraiment là pour investir dans sa boîte. On investit dans le capital humain. Et derrière, il faut en retrouver un retour sur investissement. Il faut vraiment voir ça. Et ce retour sur investissement, il est de 4 formes, mais une que je privilégie d'abord, c'est de se dire, si je recrute quelqu'un, est-ce que le travail, parce que l'idée sous-jacente de ça, c'est quand on recrute quelqu'un, c'est de se libérer du temps, du focus, de l'énergie, d'accord? Donc, en libérant ce temps pour l'entrepreneur, admettons qu'on arrive à se libérer la moitié d'une semaine par rapport à ce qu'on faisait avant, comment l'entrepreneur va pouvoir investir ce nouveau temps qu'il a retrouvé pour générer plus d'argent?
Et c'est vraiment ça qui se passe. Nous, on voit ça dans l'équipe au démarrage, quand j'ai commencé à m'entourer. C'était vraiment pour me libérer du temps sur des activités, on pourra en reparler si tu veux, sur lesquelles je n'apportais pas de valeur ou qui créaient très peu de valeur pour développer la boîte, mais qui étaient nécessaires pour faire fonctionner la boîte. Et ce temps retrouvé, en fait, m'a permis de développer des nouvelles choses qui ont généré de l'argent, si tu veux. Maintenant, un des hacks pour recruter l'esprit tranquille, notamment au démarrage, c'est de se dire, OK, je vais recruter quelqu'un. L'une des principales responsabilités sur les 3 mois du démarrage, ça peut être une opération marketing, ça peut être, tu vois, une opération qui va générer du cash pour l'entreprise. Et moi, j'ai eu ce mindset-là au démarrage, parce que imagine que quand tu fais venir quelqu'un et que le fait de faire venir quelqu'un permet de payer son salaire pour l'année, entre guillemets, si tu veux, après, si au bout d'un mois ou 2 mois c'est le cas, les 10 mois suivants, c'est que du bonus, si tu veux. Et juste d'avoir ce mindset-là, ça permet de déclencher. Moi, c'est ce que je dis souvent. Écoute, tu vas recruter quelqu'un, oui, aujourd'hui, est-ce que tu peux te le permettre? J'ai envie de te dire non. Mais c'est parce que tu recrutes cette personne-là que tu vas pouvoir te le permettre ensuite. Mets cette personne-là sur un de ses résultats clés, un de ses objectifs clés, sur les 2-3 mois qui arrivent, c'est de faire ce lancement, etc. Et tu verras que finalement, c'est pas un coût, c'est un investissement. Oui, ce qui est intéressant en plus dans ce que tu expliques là, c'est que finalement, tu prends pas le risque sur 1 an, parce que déjà on prend un freelance, on va pas forcément prendre un salarié, donc le salarié sera même plus d'1 an, mais tu prends pas le risque sur 1 an, finalement tu prends le risque sur 2 mois, ce qui est pas du tout la même chose, et au bout des 2 mois, tu évalues finalement le résultat. Soit il a fait le taf et donc du coup, comme tu disais, il est payé sur l'année qui vient. Soit finalement le taf est pas complètement fait, mais peut-être que de toute façon déjà il a été rentabilisé sur les 2 mois. Donc sur les prochaines missions que tu vas lui donner, tu peux le rentabiliser, etc. Donc le risque est beaucoup moindre quand tu vois les choses comme ça en fait. Ouais, il faut voir ça sous forme d'investissement, et puis surtout il faut voir ça. Et c'est là que c'est moins palpable, mais en temps que tu gagnes, que tu regagnes. Tu vois, moi, on a fait cette démarche pour moi. Maintenant, on fait ces mêmes démarches pour les membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a des membres de l'équipe, on recrute pour les soulager, ce qu'on appelle les mettre dans leur zone de génie, qui apporte le plus de valeur pour la boîte. Donc, on commence à recruter pour les membres de notre équipe qui ont besoin de se libérer du temps. Donc, si tu veux, c'est un cercle qui est vertueux quand on fait ça. Ouais, moi ce que je fais aussi, c'est que moi je conseille de calculer la valeur de son temps en fait, et de savoir 1 heure de notre temps vaut tant, et en gros à partir du moment où tu connais ta valeur de ton temps, s'il y a quelque chose où tu sais que ce que tu fais, c'est pas là que t'es le meilleur, c'est pas ça qui va finalement générer le plus de valeur pour le temps que tu y passes, trouve quelqu'un qui est moins cher que toi et qui sans doute est meilleur que toi sur ça, et finalement réutilise ton temps ailleurs, et entre guillemets, ton taux horaire va augmenter au fur et à mesure que tu fais ça, quoi. Ouais, et là tu touches sur peut-être une autre croyance limitante, c'est très rare de se dire qu'on va recruter quelqu'un qui est meilleur que soi. Et moi, c'est vraiment ce que j'invite vraiment à avoir comme mindset, c'est entourez-vous de personnes, alors sur les différents secteurs de la boîte, un département de personnes qui sont meilleures que vous. Et vraiment. Parce que ça change tellement tout. Ouais, et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai compris à force, c'est que c'est peut-être ma personnalité, c'est que je sais faire beaucoup de choses. Je peux faire vraiment beaucoup de choses, mais je suis jamais excellent dans tout, parce que j'aime toucher vraiment à tout et je suis très curieux, etc. Mais du coup, quand je reste trop longtemps sur un sujet, ça me fatigue vite et j'aime bien changer de choses. Donc je sais faire beaucoup de choses, mais je suis pas excellent dans tout en fait. Et finalement, je trouve toujours quelqu'un de bien meilleur que moi en fait sur un sujet précis, qui lui va vraiment aimer faire ça. Mais par contre, faudra que je le mette sur ça et pas sur 10 autres choses différentes. Donc moi personnellement, ça m'a le premier recrutement que j'ai fait, je fais d'accord, ok, c'est plus efficace, plus rapide, plus simple. J'ai perdu beaucoup de temps de pas avoir cette personne-là avec moi, quoi. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner. C'est vraiment ce que tu dis, Olivier, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent. Tu vois, on peut procrastiner pendant des mois, des fois des années, mais une fois qu'on le vit, et tu vois, je l'entends dans ta voix, ça change tout. On a reshifté son mindset et on se dit en fait, ça peut être possible pour n'importe quel membre de l'équipe, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu conseillerais de prendre qui en premier lieu? Est-ce qu'il y a une personne qu'il faut essayer de prendre rapidement, ou est-ce que ça dépend complètement de la boîte? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Alors, moi, je peux te partager ce que l'on voit avec les membres de nos masterminds. Et je pense qu'on peut généraliser ça à n'importe quel entrepreneur qui commence seul et qui a besoin de s'entourer pour faire grandir son activité. La première personne, c'est ce que je pourrais appeler un assistant MyGiver.
Alors, certains auront la référence, quoique ils sont en train de ressortir, je crois, la nouvelle édition là, en ce moment. Mais l'idée, c'est de partir du constat que quand on est seul à la tête de sa boîte, on a énormément de tâches que l'on peut mettre dans 4 catégories. Et en fait, on va avoir un assistant MacGyver pour se libérer d'une catégorie. Donc, je vais d'abord parler des catégories, puis après, je reparlerai de ce profil-là. Quand on parlait tout à l'heure de se libérer du temps, quand on regarde toutes les tâches que l'on a en tant qu'entrepreneur, il y a 4 zones. Une zone qu'on appelle la zone de génie, et ce sont les activités que l'on fait. Et quand on les fait, ça apporte de la valeur à la boîte. Et si on faisait ça toute la journée et toute sa vie, on a encore plus d'énergie à la fin de la journée et on peut faire ça toute sa vie. Et ça, c'est simplement 2 ou 3 actions qui apportent de la valeur pour la boîte. Pour moi, je vais te le dire, si je peux faire des mind maps de structuration toute la journée, tout le temps, à la fin de ma journée, j'ai encore envie d'en faire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième zone de génie, c'est de rassembler des communautés, des entrepreneurs et de les animer. Dès que tu mets avec des entrepreneurs de discuter comme on est en train de le faire et de faire ça en groupe, et c'est vraiment le cœur de notre activité, tu peux faire ça toute la journée, tout le temps, toute la vie. Je sais qu'on dans 25 ans, je le ferai encore. Et tu vois, ça, c'est deux aspects de zone de génie qui fait que tout le reste, tout ce que je peux faire, si quelqu'un d'autre peut le faire mieux que moi, c'est bien. Notamment pour faire grandir mon propre bonheur personnel et aussi pour faire grossir la boîte. Donc ça, c'est la première zone de génie. Il y a aussi ce qu'on appelle la zone d'excellence. Et la zone d'excellence, c'est très difficile à identifier par rapport à la zone de génie parce qu'on est très très bon à faire ça, on est excellent. Et la simple différence, c'est de se dire si je fais ça toute la journée, j'ai quand même moins d'énergie. Par exemple, moi, le copywriting, le fait de d'écrire, c'est ma zone d'excellence. Par contre, si je fais ça toute la journée, à la fin de la journée, je fais waouh. Est-ce que demain j'ai envie de le refaire? Je suis pas sûr. Et la troisième zone et la quatrième zone, c'est la zone de compétence, des choses que l'on sait faire, mais si on pouvait ne pas le faire, ça serait vraiment chouette. Et ensuite, la zone d'incompétence, c'est des choses des fois que l'on fait, on est complètement incompétent. Et ce qui est assez intéressant de se dire, toi, tu fais ce travail-là du taux horaire, ça peut être intéressant de savoir justement sur ces tâches que l'on met dans les 4 catégories, si quelqu'un a un taux horaire moindre pourrait les faire. Mais surtout, ce que j'invite vraiment à faire, une fois qu'on a fait cet exercice-là, on prend 2 semaines, on regarde toutes les tâches que l'on fait pendant ces 2 semaines-là, on les met dans les 4 catégories. C'est de se dire, OK, ma zone d'incompétence en premier lieu et de compétence, comment je peux donner ça à un assistant MacGyver? Donc, ce serait quelqu'un qui va m'aider et qui est un petit peu touche à tout, généraliste. J'invite pas à avoir un spécialiste particulier au démarrage, mais simplement si on peut déléguer déjà toute cette zone d'incompétence et de compétence à quelqu'un qui va pouvoir prendre le relais ici. On commence déjà à être un peu chef d'orchestre et puis homme orchestre. On reste juste avec les tâches d'excellence et de zone de génie qui, de manière ultime, va nous apporter beaucoup plus d'énergie et va faire grossir la boîte. Donc, c'est une longue réponse qui explique un peu la structure et le process. Et j'ai envie de dire que ça, du coup, cet assistant MacGyver, il est un petit peu le yin et le yang de l'entrepreneur, parce que toi, si tu fais cet exercice-là avec tes 4 zones et moi mes 4 zones, c'est pas du tout les mêmes. Tu vois, je sais que toi, tu as une grosse expertise SEO, et tu as d'autres zones de génie. Mais et donc du coup, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que quand on fait une fiche de poste après pour recruter cet assistant MacGyver généraliste, on a juste à mettre dans cette fiche de poste toutes les zones d'incompétence et les zones de compétence de l'entrepreneur. Et là, je vais encore dégommer une croyance limitante. Si tu veux, on peut saupoudrer l'interview de croyance limitante, mais c'est de se dire que personne va vouloir prendre ce job-là, puisque c'est des choses qu'on n'aime pas faire. Et c'est là où il faut se dire qu'en fait, ce qu'on n'aime pas faire, ça peut être la zone de génie de quelqu'un d'autre. Et c'est la zone de génie de certaines autres personnes. Ce qui est génial, c'est que du coup, on se débarrasse de choses qu'on n'aime pas faire et on les donne à quelqu'un qui adore faire ça. Alors, c'est marrant parce que ce truc-là, je l'avais vu dans une vidéo de David Laroche qui expliquait justement qu'il y a toujours une personne qui va être excellente et passionnée par quelque chose que nous, on déteste. Et il prenait l'exemple qui, pour moi, est ultra parlant, c'est de une femme de ménage, par exemple, ou un homme de ménage, peu importe. Et il expliquait que, évidemment, lui, il déteste ça, que c'est vraiment pas cool. Et en fait, il osait même pas prendre quelqu'un pour le faire, parce qu'il a l'impression que c'est une sorte d'esclavage ou ce qu'on veut. Dégradant. Voilà, dégradant, etc. Et finalement, il a quand même pris quelqu'un, et il l'a sélectionné, et en fait, la personne, elle passe sa journée à chanter dans la maison,
elle adore ce qu'elle fait, elle kiffe le truc et tout, quoi. Lui, il comprend pas, ça sort complètement de sa zone de compréhension, tu vois. Mais pour le coup, il a trouvé quelqu'un qui adore aller nettoyer les toilettes, qui adore faire passer le balai, l'aspirateur, ce que tu veux. Et je pense qu'en effet, on peut trouver quelqu'un. Moi, typiquement, une chose que je déteste faire, c'est contacter des personnes à froid, des personnes que je connais pas. Contacter une personne avec qui j'ai déjà échangé, c'est nickel, c'est parfait, tu vois. Et oui, j'adore ça. Par contre, contacter une personne qui me connaît pas, devoir me présenter, machin, etc., je déteste ça. Et j'ai Elisa qui est dans l'entreprise qui gère ça. Elle est incroyable. C'est-à-dire, elle prend les gens au téléphone, elle discute avec eux pendant 40 minutes. Enfin, je sais pas comment elle fait. Moi, au bout de 3 minutes, ça me saoule, je la connais pas, la personne. Enfin, voilà, tu vois, t'as l'impression de te vendre. Et elle adore ça, en fait. Elle fait ça super bien, quoi. Donc, c'est des trucs où, en effet, sans doute parce que toi, personnellement, tu détestes, t'as l'impression que tout le monde va détester et que tu n'arriveras jamais à déléguer ça, mais au contraire, en fait. Tout le monde est différent et tout le monde... Il y a plein de gens qui vont aimer ce que tu détestes faire. Et c'est juste génial après de se dire, j'ai peut-être plus jamais besoin de le faire, en fait, ce truc que je déteste, quoi. Ah bah c'est ça l'idée, hein. L'idée, c'est plus avoir besoin de le faire. Je crois qu'on partage ça. Moi, elle s'appelle Laetitia dans l'équipe qui gère ça pour moi. Et pour avoir pu échanger avec Laetitia, elle est excellente au téléphone et en direct. Elle fait super bien le job. Une chose que j'ai notée dans ce que tu as dit, qui à mon sens est du coup une étape préliminaire à tout ce qu'on a pu dire, c'est finalement de prendre le temps de se connaître un petit peu et de sortir un peu de je bosse et regarder avec une vue un peu plus macro sur ce qui se passe quand on bosse, quoi. Parce que sinon, ce cadran, c'est difficile à faire, quoi. Écoute, nous, on a réglé ce sujet-là parce que pendant, je sais pas si je peux dire des mois ou des années, recruter, s'entourer, c'était fait un petit peu en marge de tous les autres projets qu'on pouvait avoir dans la boîte. Tu sais, on parle de ROC trimestriel, d'objectif trimestriel. Maintenant, aujourd'hui, un recrutement, c'est un ROC, tu vois. Si on se dit, dans les 3 mois qui arrivent, il y a 4 trimestres dans l'année, on veut ce trimestre-là recruter tel profil, sur base d'un travail préliminaire comme ce que j'ai pu expliquer, la 2 zones de génie, etc. Maintenant, on fait ça pour nos collaborateurs. Mais donc, du coup, ça devient vraiment une priorité trimestrielle. Et donc, comme tu gardes le cap dessus, c'est pas quelque chose que tu fais sur le côté, que tu vas procrastiner, parce que de manière naturelle, alors je sais pas, certaines personnes, ça va être la zone de génie de recruter, ils adorent faire ça. Je sais que c'est pas dans ma zone de génie de faire ça, mais si on en fait un objectif trimestriel, en tout cas pour nous, ça marche. Ça nous permet d'avancer sur ces sujets-là et de pas de se dire c'est quelque chose sur le côté, parce que c'est toujours les trucs les plus importants qui sont pas urgents, qui finalement nous embêtent sur le long terme. Je suis en train de lire le livre de, comment il s'appelle, Working Backward, je crois. C'est 2 employés d'Amazon qui étaient assez hauts dans Amazon, qui expliquent comment ça se passe dans Amazon. Et je suis pas arrivé très loin encore dans le bouquin, mais une des premières choses qu'ils partagent, c'est un process. Je t'enverrai le lien si tu l'as pas lu, Romain. Tu m'entends taper? Je sais combien tu dévores de livres et en plus je pense qu'elle va vraiment te plaire parce que pour te dire, c'est les processus d'Amazon. Donc je pense qu'on est dans un sujet qui va te plaire. Et en fait, c'est très beau. Le bouquin, du moins les 60 premières pages, la partie où j'en suis, ils expliquent le process de recrutement. Et c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. Clairement, ils expliquent que la problématique des recrutements la plupart du temps, c'est qu'on a besoin d'une personne. Donc on est dans l'urgence et donc on va faire des mauvais choix parce qu'on a besoin de remplir le trou qu'il y a dans l'entreprise, en fait, le trou qu'il y a dans l'équipe. Et du coup, on va pas être objectif. La personne, ça va le faire. Il faut que je la mette et puis comme ça, je vais pouvoir avancer. Mais du coup, on va avoir une mauvaise personne dans l'équipe. Et eux, ils ont tout un process que je vais pas détailler ici parce qu'il fait quand même quelques pages sur le bouquin. Mais en gros, déjà, il y a plusieurs personnes qui vont interviewer et c'est pas forcément les personnes qui ont besoin de la personne qu'ils vont recruter, qui vont interviewer la personne, qui vont discuter avec elle, etc. Donc il y a tout un process qui est absolument, franchement, génial. Et je pensais à toi en le lisant parce que je pense que tu as intérêt de lire ce process. Mais je viens d'acheter le livre, c'est bon. Ok, ça marche. Et tu m'en diras des nouvelles. Tu l'auras fini avant moi, te connaissant. Mais pour en revenir à ce que tu disais, Amazon, c'est pas des objectifs trimestriels pour eux, mais c'est quelque chose d'extrêmement important qui est pas du tout fait en marge du reste, en fait. C'est vraiment un objectif clair, précis, où il y a une équipe finalement pour un recrutement. Ils mettent plusieurs personnes pour un recrutement, ils passent du temps, et après tout est optimisé pour que le temps soit le plus intelligemment utilisé, mais c'est pas juste on a besoin d'une personne, vite,
on se libère un midi ou deux et puis on essaie de faire ça. Non, c'est vraiment quelque chose d'important. Et si on y réfléchit en même temps, si cette personne elle est là pour te libérer du temps et faire les choses efficacement, c'est extrêmement important en fait le recrutement et d'y passer le temps nécessaire pour avoir la bonne personne, quoi. Ça enchaîne très très bien avec la question que j'avais après. C'est justement, ok, on a fait tout ce qu'on a dit, on a un petit peu vu une macro pour mieux se comprendre, on est toujours dans l'étape où on est dans les premiers recrutements, on va dire, on se comprend un peu mieux, on sait que ok, ces tâches-là, c'est pas notre zone de génie, c'est éventuellement notre zone de compétence, voire notre zone d'incompétence, et du coup, ok, on a tout ça. Comment je fais pour aller trouver la bonne personne et pour peut-être pas passer trop de temps avec des personnes qui sont pas qualifiées en rendez-vous, etc. Est-ce qu'il faut faire des rendez-vous? Comment ça se passe? C'est quoi un peu le process que toi tu utilises pour justement essayer d'avoir la bonne personne et que ce soit efficace ce process de recrutement? Alors aujourd'hui, je le fais plus. Okay, merci. Bonne réponse. Suivante. Non, mais bon, après, on arrive à un moment à donner à ce stade-là. Mais de ce que je peux partager, notamment quand on n'a pas justement quelqu'un dans l'équipe qui se charge de ça, c'est que je pense que la première étape, c'est d'être vraiment au clair sur à quoi doit ressembler le rôle et les responsabilités du futur collaborateur. Nous, on utilise ce qu'on appelle une fiche de poste. On appelle ça la fiche 4R. 4R parce que ça permet de mettre dans 4 catégories, si tu veux, les informations les plus importantes pour que quelqu'un qui est intéressé par le job sache exactement à quoi ça doit ressembler. Je pense que le plus important, c'est vraiment qu'il y ait un fit entre le besoin de l'entrepreneur, l'entreprise et ce que recherche un futur collaborateur. Les 4 R, c'est pour... le premier R, c'est R, c'est rôle, le rôle. Quel rôle tu vas jouer dans la boîte? Il y a l'intitulé du poste et puis on va dire pourquoi en fait on a besoin de toi ici. Ensuite, ce sont les responsabilités. Pour le deuxième R, c'est quelles sont finalement les grandes catégories de responsabilités sur lesquelles on t'attend. Troisième point, et ça c'est le plus important, plus important. Je pense que c'est là où on peut vraiment s'assurer de faire un bon recrutement, c'est les résultats clés. C'est de se dire, ok, de définir moi j'aime bien faire au bout d'un mois et au bout de 3 mois. C'est-à-dire au bout d'un mois, on souhaite que ces résultats, tu les aies atteints. Et au bout de 3 mois, parce qu'on part du principe qu'au bout de 3 mois, tu es vraiment onboardé, tu es vraiment actif dans ton job, une autre série de résultats clés. Et ça, finalement, on les définit en essayant de se projeter sur quel est le rôle idéal, finalement, de cette personne. Et puis le 4e R, qui est plus un PR, ce sont les prérequis. C'est de se dire, pour pouvoir exceller dans ce job-là, voici les prérequis dont on a besoin. Et donc, nous, on fait une fiche 4R pour l'ensemble des postes qui ne nous assurent pas forcément, si tu veux, de recruter la bonne personne, mais tout au moins, si l'entrepreneur il est clair sur ce dont il a besoin, il y a quand même plus de fortes chances qu'il va attirer quelqu'un avec qui ça va résonner ou pas. Parce que c'est ça aussi l'objectif de cette fiche 4R, c'est que lorsque quelqu'un la voit, se dise « Ah, ça c'est complètement pour moi » ou « ça l'est pas du tout ». C'est ce que tu as envie de faire en fait, un recrutement, c'est un petit peu le tamis, quoi, ou c'est la passoire. C'est de laisser simplement filtrer les gens au fur et à mesure du processus de recrutement avec qui ça va fitter. Donc ça, c'est la première erreur que je vois, c'est de se dire, je veux recruter, je sais pas, moi, un community manager, et puis sans forcément définir ce que c'est pour vous, ce rôle et ses responsabilités, parce que ça dépend. Et ensuite, en fait, il y a plusieurs méthodes pour recruter. Il faut vraiment avoir cette approche de funnel. Je sais que on l'utilise beaucoup dans la vente, de se dire, ok, on fait passer des prospects à différents stades pour qu'ils deviennent clients. Je pense que le recrutement, c'est exactement pareil. C'est de voir très très large au démarrage, et puis au fur et à mesure des étapes, d'arriver à scinder quelques candidats. On utilise plusieurs méthodes. On va pouvoir aller contacter directement des gens sur LinkedIn, tu vois. J'ai donné un exemple. Là, on est en train de recruter d'ailleurs, juste après l'interview, j'ai un call final avec des candidats pour le sélectionner, mais on a été sur LinkedIn, on a tapé Web Content Writer, parce que c'est ce qu'on a besoin. Et puis, on a filtré avec une formation qui est assez clé dans le domaine, parce qu'on voulait que ces personnes-là aient suivi cette formation-là, parce qu'au niveau des valeurs, ça les suit. On a ouvert 200 profils LinkedIn, et on a juste contacté
chaque personne pour qui le profil nous parlait. Parce qu'il y a une notion aussi d'adéquation des valeurs. On peut voir à travers un profil des gens qui, sur le papier, ont fait la formation, c'est leur job, etc. Mais qui résonnent avec qui on est. Et je sais pas, on a dû avoir 25, 30 profils et simplement envoyer un petit message privé en disant est-ce que tu cherches du boulot, quoi. Enfin, je caricature un peu, parce que souvent sur LinkedIn, on est plus en mode on se fait vendre des choses. Là, c'est rare qu'on se fasse proposer des jobs, ça fait toujours plaisir. Mais à partir de là, si tu veux, on engage juste des conversations. Ça, c'est une méthode. On fait aussi, on poste aussi des annonces sur Indeed, sur LinkedIn aussi. Donc toi, là, je partage deux approches, une démarche un peu proactive de contacter des profils. C'est un peu plus manuel. Et puis il y a une démarche aussi un peu plus quand on poste des annonces, on les sponsorise. Donc là, tu vois, on va toucher beaucoup plus large avec la fiche de poste. Et puis aussi, nous, on a cette chance d'avoir une communauté. Donc on en parle énormément sur notre communauté. Parce que il y a deux aspects dans un très bon recrutement. Il y a l'aspect est-ce que la personne, à travers ses valeurs, est alignée avec ce que l'on fait dans la boîte. Parce qu'on peut avoir quelqu'un de très très compétent, si les valeurs sont pas les mêmes, ça va très très vite déchanter. Et le fait de pouvoir recruter dans sa communauté, si on a la chance d'avoir une communauté, a priori, si elle est attirée par le message que l'on envoie et qu'elle est dans cette communauté, c'est qu'il y a un alignement des valeurs. Donc on aime beaucoup nous publier sur nos réseaux, Facebook, Insta, LinkedIn, mailing list aussi. Et après, c'est juste une question de vérifier si les compétences sont bonnes, quoi. Ok. Je partage un peu des choses en pagaille, comme je te l'ai dit. C'est non, mais plus légère, mais ça donne des idées. T'inquiète, j'ai pris plein de notes et je trouve ça super, super intéressant. Moi, ce que j'ai noté, c'est sur la fiche 4R. Bon, déjà, tu as le rôle, les responsabilités, les résultats attendus et les prérequis. T'as triché un peu sur le prérequis, hein, c'est pas un R, c'est un P. Mais requis, ça marchait pas. Ça marche pas. Ok. Bon, déjà, ça fait quelque chose d'assez complet. On sait où on va. Pour avoir déjà vu les fiches 4R et pour en avoir créé moi pour recruter des personnes, il y a quelque chose qui m'a marqué en fait dans les fiches 4R que tu fais et que moi j'ai essayé de reproduire. C'est le ton que tu emploies. On n'est pas sur quelque chose de formalisé. Enfin, c'est très formalisé parce que c'est très bien structuré, etc. Tout ce que t'es très précis sur la structure toujours, mais c'est extrêmement motivant, voire même clivant, comme tu disais tout à l'heure, on est là pour filtrer aussi. C'est extrêmement motivant parce que t'es pas là pour dire on cherche comme tu disais, on cherche un community manager. Non, tu vas pas présenter les choses comme ça. Tu vas dire, peut-être tu vas parler de mot community manager pour que ce soit parlant aux personnes, mais derrière tu vas dire, voilà, quelqu'un qui veut, je sais pas, je vais essayer d'imaginer une fiche 4R de Romain, mais c'est quelqu'un qui veut enflammer notre communauté, qui veut, voilà, et puis voilà, et puis un ange gardien. Exactement, et puis qui est prêt à aller serrer des mains dans des événements ou des choses comme ça, tu vois. Tu vas vraiment présenter le truc de façon ultra dynamique, ultra motivée, et aussi vendre ta boîte dans la fiche 4R. Je pense que c'est quelque chose que j'avais pas beaucoup vu avant. On n'est vraiment pas dans le truc, tiens, une offre d'emploi de base comme d'habitude, tu vois, et une de plus, quoi. Tu vois. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bon, c'est vrai que là, on parle de structure, ça peut paraître un peu aseptisé à travers ces 4 heures-là, mais ce que l'on fait, nous, on est plusieurs à la rédiger, mais on essaye toujours de mettre cet esprit un petit peu, on appelle ça l'esprit licorne, parce que nous, on travaille dans le fun aussi, et c'est que, en fonction du champ lexical, la formulation, tu peux dire la même chose, mais avec une forme qui est très différente, et je veux vraiment, à travers ces fiches-là, quand on la lit, qu'on sache si c'est pour nous ou pas pour nous en fait. Parce qu'il y a des gens pour qui il faut que ça soit aseptisé, que ça soit très, tu vois, on peut pas faire de blagues par exemple. Là, je suis en train de relire un truc, on parle de Gollum, tu vois, en intro. Voilà. Et parce qu'on parle du précieux. Enfin bref, c'est une connerie, mais en même temps, si la personne elle a pas d'humour, il y aura très peu de chances qu'elle puisse fitter dans l'équipe. Mais si elle capte la référence, on se dit ah ok. Et du coup ça invite à continuer. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que pareil, on peut se dire que recruter, ça doit être chiant, ça doit être boring et tout. Nous, on part du principe qu'il faut que ça soit à l'image de nos valeurs de boîte. Ok, cool. Et ça va dans le sens où, en fait, tu vas diffuser très largement, finalement, ton annonce, mais du coup, ton annonce, déjà, d'elle-même, ta fiche de poste, elle est là pour éliminer 80% des personnes, ne serait-ce que parce que
parce que voilà, ça fait pas sérieux, mais enfin pour eux ça fait pas sérieux peut-être. Alors c'est un exemple, hein, parce que toi, parce que le fun c'est une valeur importante dans la boîte, mais ça peut être complètement autre chose pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, le fait de montrer ça dans la fiche de poste va faire naturellement éliminer les personnes qui pour qui ça résonne pas du tout de lire la fiche en fait, et qui vont même pas aller jusqu'au bout, quoi. Et pour ceux pour qui ça résonne, c'est vraiment un aimant, c'est très attractif, quoi. C'est se dire enfin il y a quelqu'un qui me parle et je corresponds à ça, quoi. Et en parlant de pas lire jusqu'au bout, une chose que tu m'avais partagée et que j'ai utilisée qui est ultra pratique, c'est je sais pas comment tu l'appelles, mais moi j'appelle ça le petit piège en fait dans la fiche 4R. C'est en gros poser une question au milieu de la fiche de poste, tu vois, ou plutôt vers le bas, mais pas complètement tout en bas. Et en gros, si la personne ne répond pas à ça, t'es sûr et certain qu'elle a pas lu toute la fiche de poste, et que du coup, ça va sans doute pas le faire, sauf si tu cherches quelqu'un qui est pas du tout pointilleux, mais en règle générale, tu cherches quelqu'un d'assez pointu et qui fait attention à ce qu'il fait. Et du coup, voilà, c'est une espèce de question. C'est quoi le dernier bouquin que t'as lu qui t'a fait penser au Seigneur des Anneaux, j'en sais rien, tu vois, c'est un truc comme ça. Mais en gros, s'il répond pas à cette question, c'est qu'il a pas lu la fiche de poste. Moi, je trouve ça ultra pratique. Qu'il a lu, mais qu'il a zappé le truc. Mais ouais, voilà. Mais moi, j'utilise aussi ça, et c'est ultra pratique. Ça t'élimine encore un bon 20% ou 30% de personnes qui répondent parce qu'ils ont vu le titre et qu'ils ont cherché le mail rapidement, quoi. Et c'est ultra pratique. Du coup, on a parlé un peu de valeur, notamment via la fiche de poste. Moi, je me suis rendu compte aussi, via le mastermind, quand j'étais dedans, et un autre bouquin dont j'ai oublié le titre et que je cherche depuis tout à l'heure dans ma bibliothèque que je ne retrouve pas. C'est pas grave, c'est un bouquin où en fait, j'essaierai, je retrouverai, je mettrai dans la description du podcast. Vas-y, décris-le au pire, hein. Peut-être. Je pense que je t'en ai parlé en plus de ce bouquin. C'est un bouquin où l'auteur et son équipe ont étudié plein d'entreprises qui avaient vraiment explosé. Et parmi elles, il y en a certaines qui sont retombées et d'autres qui sont vraiment restées au top. Il est rouge, le bouquin. Ça va pas me revenir. Mais bon, bref. Et dedans, il explique qu'en gros, on peut, dans le recrutement, ce qui est important, c'est aussi de comprendre que on peut enseigner des compétences, mais on peut pas enseigner des valeurs, en fait. Et donc, si t'as quelqu'un tu recrutes juste sur les compétences, tu prends quelqu'un qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait, mais par contre, c'est la personne la plus galère possible, tu t'entends pas avec, etc., ça va vraiment pas le faire dans ta boîte, en fait. Et à terme, ça va miner toute l'entreprise, ça va miner l'équipe, il y aura pas les résultats. Donc, les valeurs priment sur les compétences, parce que les compétences, tu peux les apporter au fur et à mesure avec ta propre expertise ou former la personne, etc., etc. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est... Bon, tu peux encore former les personnes, mais moi, je préfère avoir des personnes qui sont déjà formées. Oui, tu gagnes forcément du temps, oui, c'est sûr. Ouais, exactement. Ça, c'est un autre sujet. C'est je pourrais résumer ça avec la seniorité ou non d'un collaborateur. Aujourd'hui, on travaille, quand on a de nouveaux recrutements, avec des personnes qui vont nous apprendre, qui vont nous dire quoi faire. Et pas l'inverse. Mmh. Alors certes, ce sont souvent des salaires plus élevés, et puis des personnes qui ont déjà un bagage, mais je sais que ça nous fait gagner un temps monstre. Tu vois, quand on parle d'investissement, on en parlait en début d'échange. C'est notre approche maintenant. Ok. Donc finalement, tu veux les deux, les valeurs et les compétences. Ah bah oui, les deux. Ah non, okay. Mais c'est clair. Ah, les deux, ouais, bien sûr. Ok, ça marche. Ok, et autre chose que j'ai noté, c'est le fait que tu t'adresses à ta communauté. C'est parce que notamment, tu vas attirer des gens qui, s'ils te suivent, sont déjà intéressés par tes valeurs, sont déjà en accord avec tes valeurs. Sinon, ça fait longtemps qu'ils seraient partis et qu'ils seraient plus dans ta communauté, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. On a plus de chances d'avoir des gens alignés dans notre communauté sur nos valeurs, mais ça ne signifie pas, que la personne est apte pour le job. Donc ça, c'est aussi une étape dans le funnel. C'est il y a un de mes mentors qui m'avait dit you only work with people you have worked with. Donc tu travailles avec des gens avec qui tu as déjà travaillé. Donc c'est toujours, avant même de commencer, on a toujours un test que l'on fait avec nos futurs collaborateurs. Tu as une mise en situation, parce que sur 3 candidats qui se présentent, ou je sais pas, 5 candidats qui se présentent hyper bien, tu leur donnes la même tâche au même moment, tu vois direct qui sort du lot, quoi.
Et des fois, on fait l'erreur de se dire, il y a la période d'essai, il y a le... La période d'essai, oui, ça permet de conforter ça, mais de base, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. Donc, le test contribue vachement. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de doute. Cette phrase, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Enfin, pour moi, elle est ultra importante. C'est toi aussi qui me l'avais enseigné. Je fais un test. À chaque fois, j'ai quelqu'un que je veux faire entrer dans l'équipe, etc. Je fais un test. Et c'est un test qui est pas compliqué, qui peut avoir éventuellement un petit piège, mais facile à voir si tu fais attention à la demande. Et voilà, en fait, si le truc il arrive et que c'est pas réussi et que c'est pas... Ouais, que j'ai un doute sur le fait qu'il va être capable d'aller plus loin, on s'arrête là direct en fait. Parce qu'il y aura d'autres personnes à trouver, parce que voilà. Et en fait, encore une fois, c'est ce côté urgence de recruter ou pas, c'est qu'à un moment donné, si on se donne le temps, c'est pas grave de pas prendre la personne qui avait presque tout, mais qui manque un petit truc. On va aller chercher la personne qui a vraiment tout, qui a les valeurs, qui a les compétences et qui est capable de passer le test, et à qui ça passe bien. Une autre chose que tu m'avais partagé et que je trouve ça vraiment puissant, c'est quand on discute avec la personne en direct, donc sur un Zoom plutôt, enfin peu importe si on se met en direct, mais en live sur un Zoom ou quoi que ce soit, c'est l'énergie qu'on a à la fin de la rencontre avec cette personne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais, bon ça fait partie d'une de nos valeurs, c'est de l'énergie positive dans chacune des interactions, que ce soit avec les membres de nos masterminds, que ce soit avec les gens qui vont travailler dans l'équipe. Je me pose toujours la question de, est-ce qu'à la fin de cet échange, je vais avoir plus d'énergie qu'au démarrage de cet échange ? Par exemple, Olivier, je peux t'assurer, à la fin de notre interview, j'aurai beaucoup plus d'énergie qu'au démarrage. Et ce qui m'a aussi incité à passer ce moment avec toi et tu vois, à discuter. Et je pense que c'est vraiment... on sous-estime parfois ce critère-là. Et quand je disais, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, des fois, quand on a un doute, c'est parce que justement, on a moins d'énergie à avoir échangé avec cette personne. Et on doit comprendre qu'il faut s'offrir des collaborateurs, investir dans des collaborateurs qui nous apportent de l'énergie. Parce que c'est... si c'est l'inverse, et moi je l'ai vu à chaque fois où je me suis dit, on y va quand même, parce que sur papier, tout ça, mais il y avait ce petit truc. À chaque fois, je peux te dire qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, ça s'arrêtait dans tous les cas. Donc c'est vraiment dommage des fois d'investir du temps avec quelqu'un où au final, ça va s'arrêter, quoi. Donc pour moi, l'énergie, c'est clair. Alors je sais pas si c'est personnel, mais je pense que si tout le monde adopte cette démarche-là, quand même, on a plus de chances de faire un bon recrutement. En tout cas, moi, ça fonctionne avec moi, et tout simplement parce que je suis reparti de cette discussion qu'on avait pu avoir sur le sujet en me disant, de toute façon, en même temps, c'est une évidence, dans la mesure où si je dois bosser avec cette personne-là et qu'elle me pompe mon énergie, si je commence à en avoir 5 des personnes comme ça dans l'équipe, je vais finir comment mes journées, quoi. Donc, à l'inverse, si elle me redonne de l'énergie à la fin de mes discussions, etc., typiquement, Lisa, à chaque fois qu'on discute avec, on a un call tous les lundis, voilà, tu vois, peut-être que ma journée elle est pas commencée encore à fond, j'ai mon call avec Elisa, c'est bon, là on est parti, tu vois. On a mis des choses à plat, on avance, et il y a toujours un truc, tu vois, toujours un truc qui fait que t'es plus motivé après l'appel que avant l'appel, et c'est un vrai boost en fait, c'est un vrai boost dans l'entreprise. À l'inverse, si les personnes te pompent ton énergie, si t'as même pas envie d'aller au call avec la personne, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Ouais. Red flag. C'est clair. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de comment on pouvait recruter et pourquoi fallait recruter, les étapes à faire, etc. Est-ce que tu aurais, pour les personnes qui veulent aller plus loin, les personnes qui ont encore besoin d'avoir des infos, est-ce que tu aurais des ressources que tu peux nous partager pour savoir un peu comment recruter, etc. Et tu as le droit de partager des ressources qui sont ce que tu crées, toi. Ouais. J'ai 2 ressources à partager. La première, c'est que écoute, on a aussi un podcast qu'on a lancé il y a quelques mois qui s'appelle Structure, et sur lequel j'interviewe des CEO et des COO de belles boîtes technologiques françaises, et sur lequel ça m'arrive très régulièrement de les questionner justement sur leur stratégie de recrutement, de fidélisation, recruter des talents, etc. Donc ça peut être peut-être des sujets à explorer un peu plus encore avancés une fois qu'on a recruté son équipe. Et après, tout ce que j'ai partagé là, je pense que j'en ai beaucoup dit aussi sur notre chaîne YouTube. Je vais avoir des playlists sur la délégation, sur le recrutement, donc il y a certains aspects que ça serait une redite, mais plutôt une révision, puis aussi d'autres sujets que j'ai pas abordés avec toi qui peuvent être découverts sur la chaîne YouTube. Ok, super. Écoute, je mettrai les liens du podcast et de la chaîne dans les descriptions. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux ajouter pour les personnes qui nous écoutent ? Entourez-vous. Parce que une aventure entrepreneuriale, elle ne vaut le coup que si
si elle est partagée. Donc, c'est une très belle aventure. Ok, bah écoute, je te remercie Romain, et puis bah je te dis à très vite pour une prochaine interview ou n'importe quoi d'autre. Ouais, à plus Olivier, salut. Ciao. Voilà, j'espère que cette interview de Romain t'aura été utile, que ça t'aura plu. Clairement, si tu n'as pas encore fait cette étape de recrutement, ou si tu as fait des recrutements mais que ça s'est pas forcément bien passé, ou encore si tu veux améliorer ta façon de recruter, je t'invite vraiment à utiliser les conseils de Romain. Personnellement, c'est des choses qu'il m'avait appris lorsque j'étais dans son mastermind et des choses que j'ai utilisées. Et bah, grâce à ça, j'ai des collaborateurs avec qui je travaille qui sont vraiment super efficaces et avec qui c'est vraiment un bonheur de travailler. Donc, je t'invite vraiment à tester et à recruter la première personne avec qui tu veux travailler aujourd'hui, ou même un nouveau collaborateur dans ton équipe. N'hésite pas à utiliser tout ça. Si tu veux aller plus loin, eh bien, je te mets tous les liens dont on a parlé, tout ce qu'on a parlé avec Romain, eh bien, je te mets tous les liens dans la description du podcast, et je te mets aussi, bien sûr, le lien vers la Black Box. La Black Box, c'est quoi ? C'est ma newsletter, mais pas que, en fait. C'est une newsletter, c'est des bonus, c'est des invitations à des événements, des offres spéciales qui ne sont absolument pas publiques et qui sont proposées que aux membres de la Black Box. Bref, c'est un véritable coffre au trésor si tu es e-commerçant, donc je t'invite clairement à t'y inscrire. Je te mets le lien dans la description aussi, et tu auras juste à laisser ton adresse mail. C'est totalement gratuit et ça te permettra de faire avancer à vitesse grand V ton site e-commerce. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.